Bonjour à tous et bienvenue sur cette webconférence organisée pour le sommet du climat, sommet virtuel du climat. Donc on est une petite minute avant le démarrage, donc on va attendre encore une petite minute. Enfin, je crois que tout le monde n'est pas encore connecté. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Que vous me voyez bien. En tout cas, bienvenue à tous. Je me réjouis beaucoup de pouvoir partager avec vous ce sujet qui visiblement interpelle, parce que je crois qu'il y avait plus de 300 inscrits pour cette conférence. Voilà, il est 15h30, donc on va démarrer. Donc à nouveau, bienvenue à tous pour cette webconférence sur la dynamique humaine du changement face aux enjeux climatiques. Alors juste avant de commencer, j'ai quelques petites informations à vous donner. Donc tout d'abord, des informations sur le sommet. C'est le premier sommet virtuel du climat et tous mes remerciements pour cette invitation à faire cette conférence dans ce cadre-là. Je crois qu'après les conférences, il y a un salon virtuel, donc je vous invite à aller aussi visiter. Et voici tous les partenaires qui ont contribué à la réalisation de cette organisation. Je vous informe aussi que cette conférence sera disponible en replay sur la même page sur laquelle vous vous êtes inscrit. Et a priori sur un long temps, il me semble qu'au moins sur toute l'année. Alors vous pouvez, tout au long de la conférence, vous allez pouvoir poser vos questions. Moi, je n'y répondrai pas pendant la conférence, j'y répondrai à la fin, parce que j'ai prévu un temps de questions de 15-20 minutes, voilà. On m'a annoncé que je pouvais même dépasser un petit peu le temps accordé de 17h, donc si nécessaire, on le fera. Et puis, alors vous pouvez télécharger le support de présentation. Donc ça, il faudra que je vérifie qu'il est bien en téléchargement. On verra ça à la fin. Voilà, donc sur cette thématique, rapidement, je vous présente le plan de cette conférence. Je vais d'abord définir, voilà, qu'est-ce que c'est que cette dimension humaine. Ensuite, déterminer le périmètre sur lequel on peut intervenir par rapport à cette dimension. Et puis les éléments qui constituent cette dimension humaine. Ensuite, je vous présenterai deux petits cas pratiques deux situations que j'ai rencontrées dans mon travail pour vous permettre en fait de voir de quelle façon on peut utiliser cette dimension sur la question climatique. Ensuite, nous aurons le témoignage de Monsieur Eddy Poitras de l'ADEME, de l'ADR Normandie, qui est en charge du projet Citergie et qui a été pilote d'une mission justement sur laquelle je suis intervenue sur le sujet. Et ensuite, vous pourrez poser vos questions à moi-même tout autant qu'à Monsieur Poitras. Voilà, donc on va démarrer. Alors, la grande question en fait qui sous-tend le thème de cette conférence, c'est pourquoi nous ne changeons pas à la hauteur des enjeux climatiques, alors que nous les connaissons, ainsi que les moyens d'y répondre. Donc ça, c'est une question que je me suis posée en 2005. Donc, moi, je suis avocate. À l'origine, je travaillais sur les questions humanitaires, sur les crimes humanitaires, les crimes de guerre, les crimes de génocide. Et je m'étais déjà beaucoup intéressée à la dimension humaine du changement et la dimension humaine. Alors, c'était sur une thématique un peu moins, assez différente puisque c'est le passage à l'acte, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on devient un criminel. Et puis aussi, je m'étais beaucoup intéressée aux raisons pour lesquelles on n'arrivait pas finalement à résoudre les questions des crises humanitaires, alors qu'on savait comment le faire. Donc, j'avais déjà un bagage. Quand j'ai commencé après, je suis devenue avocate sur les questions environnementales. Et j'ai participé à l'Alliance pour la planète, qui était un lobby associatif qui avait été constitué pour peser sur la présidentielle
en 2005, 2006, et cette alliance a généré le Grenelle pour l'environnement. Donc, c'était une alliance conséquente d'ONG, des plus grosses ONG françaises, et je voyais ces ONG et je me disais, mais c'est incroyable, ces associations, ces acteurs, ils travaillent sur ces questions-là depuis 15 ans, 20 ans, parfois 30 ans, depuis les années 70, et finalement, est-ce que les choses bougent vraiment? On est très loin finalement de résoudre les enjeux tels qu'on les connaît. Et donc la question m'a paru importante, cruciale, et voilà, et j'ai eu envie d'y répondre. Et j'ai choisi d'y répondre en allant justement m'intéresser plutôt aux sciences humaines. Et aux sciences, enfin voilà, toutes ces connaissances sur les comportements humains et qui expliquent justement qu'est-ce qui fait que face à des enjeux importants, on va agir ou ne pas agir justement. Et donc c'est à cette occasion que j'ai créé Nature Humaine, dont l'objet était de faire le lien justement entre les sciences humaines et les acteurs de l'environnement, de façon à justement aborder le sujet non plus sous l'angle scientifique et technique, mais justement au niveau du cerveau humain et de la psychologie humaine. Et une des questions aussi qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut effectivement changer nos comportements si nous ne changerons pas finalement alors peut-être pas changer de cerveau, mais en tout cas certains mécanismes qui prennent leurs racines dans le cerveau. Est-ce qu'on peut vraiment répondre aux enjeux climatiques avec les mêmes conditionnements psychologiques? Est-ce qu'on peut répondre aux enjeux climatiques avec la même culture, avec la même hiérarchie de valeurs, avec voilà, vraiment avec cette idée de creuser cette question par le biais des mécanismes humains. Donc, ce que je vous propose, c'est voilà, que déjà, on définisse ensemble le périmètre de cette notion de dynamique humaine. Alors, on parle de dynamique humaine, on peut aussi parler de dimension humaine. Je pense aussi au philosophe Patrick Vivray qui parle de PFH. Donc, PFH pour précieux facteur humain, ou bien putain de facteur humain, hein, parce qu'on sait bien enfin voilà, on va voir qu'à la fois voilà, il y a des blocages qui vont se situer à ce niveau-là et qui peuvent être vraiment à la fois très, comment dire, à la fois précieux dans ce qu'ils nous apprennent sur la façon de changer, mais qui peuvent aussi mettre des bâtons dans les roues et devenir une vraie problématique pour nos métiers ou en tout cas nos interventions sur ces questions climatiques. Alors, l'approche habituelle que nous avons, bon, la question climatique, c'est avant tout une question scientifique, elle a été portée par les scientifiques, l'alerte est venue des scientifiques et ça reste fondamentalement un sujet scientifique. Et tous les projets voilà, qu'on met en place dans ce secteur-là, ils sont techniques, ils sont financiers, ils sont juridiques, on travaille sur la méthode, sur le projet, voilà. Et donc, on a une approche très expert qui est absolument indispensable. Et néanmoins, j'ai formé, accompagné des centaines d'ingénieurs, de techniciens, de responsables d'entreprises aussi hein, qui travaillent sur ces sujets. Et combien de fois j'ai entendu dire, mais voilà, notre projet, il est complètement rationnel, il est absolument imparable, nous avons la loi pour nous, il y a les finances qu'il faut, techniquement, c'est impeccable, voilà, on sait exactement où on va, et on rencontre des résistances complètement incompréhensibles et qui nous semblent absolument irrationnelles. Et c'est là que la dimension humaine, en fait, s'invite
comme discipline à part entière finalement hein, de la question climatique. C'est que, voilà, qu'est-ce qu'on voit? Au final, on a tous rencontré des actions qui étaient non seulement très en deçà des discours, mais évidemment des enjeux. On rencontre de l'inertie, on rencontre du désintérêt pour le projet, on rencontre des conflits de priorité, des élus qui ne prennent pas leurs responsabilités, des élus qui parfois aussi ne respectent pas la loi. Et voilà, et ça, c'est quelque chose qui, enfin voilà, je n'ai pas rencontré en tout cas d'acteurs sur la question climatique, mais aussi sur la question environnementale, parce qu'on verra que les mécanismes sont très proches, bien évidemment. Je n'ai pas rencontré de professionnels qui ne soient en difficulté finalement sur ces questions-là. Et en tout cas, moi, je considère que les acteurs qui interviennent sur la question du climat, c'est un métier presque, je dirais, à haut risque psychosociaux, parce que toutes ces difficultés qu'on rencontre vont aussi nous confronter dans notre métier, dans notre capacité à agir, dans notre engagement, dans nos ambitions, parce que les projets vont souvent être en deçà des ambitions que nous avons. On va aussi avoir des budgets insuffisants. On va être toujours amené à agir au-delà de nos capacités et donc nous mettre nous-mêmes dans des situations de fatigue, de tension, parfois d'échec. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont en sentiment d'échec et puis bien sûr qui n'a pas eu ce sentiment d'impuissance. Donc là, quand je parle de métiers à haut risque psychosociaux, on est vraiment dans une situation où on a des enjeux majeurs qui sont internationaux, avec des moyens faibles et des résultats qui sont clairement pas à la hauteur. Voilà, c'est pour ça que j'ose affirmer ça ici. Et du coup, qui crée des situations de stress. Donc, cette dimension humaine, elle va apporter vraiment beaucoup de clés à nos métiers, à la fois des clés pour mieux comprendre qu'est-ce qui se joue finalement dans les situations de blocage, et aussi des clés pour nous-mêmes, pour nous repositionner dans notre métier, mieux définir finalement notre capacité d'action et aussi être plus efficace, parce que ce que je vous propose, c'est un outil d'efficacité, c'est un outil stratégique. On va voir qu'on va aller dans des notions de psychologie, on va aller dans les émotions. Ça peut paraître comme ça, voilà, en dehors de la technicité qu'on a l'habitude d'utiliser dans nos métiers. Et malgré tout, moi, ce que je vous propose, c'est des choses très concrètes et très stratégiques, comme on va le voir dans la prochaine heure. Donc ici, voilà le périmètre d'intervention. Je l'ai représenté sous la forme d'un iceberg. Donc la partie visible, c'est toutes les interventions qu'on a l'habitude de faire, plutôt techniques, scientifiques, rationnelles, tous les process, les actions, voilà, et là, on va agir sur ce qu'on voit. C'est-à-dire, tout ce qu'on voit, c'est nos modes de consommation, nos modes de déplacement, nos modes de production, nos modes de gestion de déchets. Ça, c'est ce qu'on voit. Et donc, nous, on va agir sur ce qu'on voit par des actions adaptées à là où nous semble être le problème. Donc, on est au niveau des solutions pratiques. Et en dessous, il y a toutes les raisons pour lesquelles on a fait des choix de société qui nous emmènent dans une problématique climatique. Et toutes les raisons pour lesquelles on a du mal à changer. Bien sûr, elles sont très liées. On a fait des choix sociaux qui sont encore très actifs aujourd'hui. Et ces choix sociaux, ils sont à la fois à l'origine du problème et ils sont dans ce qui maintient le problème. Donc, tant qu'on ne prend pas en compte toute cette partie invisible de l'iceberg, on risque de déplacer les problèmes. C'est-à-dire qu'on va agir au niveau visible de l'iceberg, on va régler un problème, il va se déplacer. Parce que tout ce qui est actif en deçà et qui est à l'origine continue d'être actif. Donc là, on est plus au niveau du réactionnel, des blocages et fonctionnements plus profonds, subjectifs, et qui en général sont plus ou moins conscients, on va dire plutôt inconscients, ou en tout cas peu exprimés et peu utilisés. Voilà, là, ça vous dessine le périmètre. Donc nous, on va aller s'amuser aujourd'hui, là, pendant ce temps ensemble, à aller creuser un petit peu tout ce qu'il y a en dessous de l'iceberg et à voir comment il interagit avec la surface. Excusez-moi, à chaque fois, il y a un petit temps, c'est que ça met du temps à changer de slide. Voilà, donc une définition de la dynamique humaine, c'en est une, c'est la mienne, voilà. Mais l'idée, c'est
de prendre en compte tous les fonctionnements qui tiennent à l'humain et qui vont interférer positivement ou négativement avec notre capacité à agir, notre capacité à décider, à faire des choix et à changer nos comportements et nos modes de pensée dans le sens qui sera favorable à la question climatique. Alors, je le disais un petit peu tout à l'heure, sur les questions environnementales qui sont pas liées au climat, qui sont des questions de pollution, par exemple, questions agricoles, donc ça, mais aussi la responsabilité sociétale des entreprises. On va rencontrer des choses très similaires, même si il va y avoir des variantes, non seulement sur les thématiques, mais aussi en fonction des organisations. Alors, un petit mot avant d'aller sur les disciplines. Voilà. Les disciplines qui peuvent nous aider sur cette question humaine. Alors, je ne les ai pas organisées, elles sont dans le désordre. Donc, je vais commencer, je vais vous les définir rapidement, que vous sachiez de quoi on parle. Alors, la sociologie, c'est l'observation de la société des phénomènes sociaux de façon objective. Donc là, on va s'intéresser à, par exemple, comment les gens agissent ou pas sur la question climatique en fonction de leur âge, en fonction de leur sexe, en fonction de leurs habitudes, en fonction de là où ils habitent. Et on va mettre en place des outils d'intervention qui vont tenir compte de ça. Par exemple, le bonus-malus, c'est un outil sociologique, de sociologie économique, qui va agir en fait sur les comportements d'achat, sur la base d'études qui ont pu être faites en sociologie. Donc, c'est des outils très concrets qui peuvent sortir de ce genre de discipline. Ensuite, vous avez la psychologie, qui est plus mon rayon, on va dire, alors cette fois, on ne va plus être en objectivité, on va être en subjectivité. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à l'étude des faits psychiques, des comportements, des processus mentaux, conscients et inconscients, de la personne. Donc, on s'attache à la personne. Alors, il y a des grandes tendances, bien évidemment, mais chaque individu va interagir d'une façon spécifique. Et en psychologie, il y a plusieurs grandes écoles. Donc, il y a l'école humaniste, dans laquelle je m'inscris, l'école des comportementales, et il y en a beaucoup d'autres, en fait. Et chacune va observer l'objet humain d'une façon particulière. En ce qui concerne la psychologie humaniste, j'y reviendrai un petit peu plus tard, donc je ne vais pas approfondir ici. Ensuite, vous avez la psychologie sociale et environnementale, qui est une science qui est à cheval entre la sociologie et la psychologie, qui est une science assez récente, qui étudie le lien entre l'individu et son environnement physique et social. Dans un premier temps, cette discipline s'est développée plutôt sur les thématiques d'urbanisme et plus récemment sur le sujet de l'écologie et du climat. Donc, c'est une science récente, mais qui est vraiment en plein essor, puisqu'il y a des universités qui commencent à ouvrir des diplômes sur la psychologie sociale de l'environnement. Alors que moi, quand j'ai commencé il y a 15 ans à m'intéresser au sujet, il y avait peut-être 4 personnes en France qui s'y intéressaient. Donc, c'est vraiment, vraiment super ce qui se passe. Ensuite, vous avez l'intelligence émotionnelle, qui est aussi une approche très intéressante, qui est une discipline de la psychologie qui va s'intéresser à comprendre et maîtriser les émotions. Donc, on va voir aussi que sur la question climatique, l'émotionnel est une partie importante, parce que je crois, voilà, en fait, cette question climatique, elle fait peur à tout le monde. Donc là, on est vraiment au niveau des émotions. Ensuite, vous avez les neurosciences. Alors, les neurosciences qui commencent aussi à faire des liens. Alors, les neurosciences étudient le système nerveux, c'est-à-dire sa structure et son fonctionnement. On va être au niveau des conditionnements biologiques de survie, par exemple. C'est des choses qu'on va pouvoir voir aussi chez les animaux. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un neurobiologiste qui a récemment écrit un livre dont le titre est « Le bug humain » et qui montre comment nos conditionnements biologiques, donc la structure même du cerveau, entraînent des comportements qui ont des conséquences très importantes sur la question climatique.
Donc un livre dont je reparlerai à la fin et que je vous invite à lire pour vraiment comprendre cette dimension du conditionnement biologique, justement. Ensuite, il y a aussi la psychologie cognitive, qui est très intéressante parce qu'elle étudie les grands fonctionnements psychologiques de l'humain, c'est-à-dire la mémoire, le langage, l'intelligence, le raisonnement, la résolution des problèmes, la perception. Moi, par exemple, c'est une discipline qui me passionne par rapport à la façon dont on fait des choix conscients et dont on décide. J'y reviendrai un peu plus tard à nouveau, et notamment, et qui s'intéresse aussi à la notion de libre arbitre. Est-ce qu'on est vraiment libre d'agir ou de ne pas agir? Est-ce qu'on est libre d'être autrement que ce qu'on est? Est-ce qu'on est libre finalement d'agir dans le sens favorable au climat ou pas? Ensuite, vous avez l'anthropologie, qui est la science qui étudie la culture. Et la question climatique est une question fondamentalement culturelle. Nous sommes dans une culture de la consommation, nous sommes dans une culture qui a fait des choix finalement qui sont antinomiques avec la préservation du climat. Donc, on est vraiment dans une question culturelle. Et puis, les sciences du changement que j'ai mis à la fin et qui est aussi un domaine, un des domaines aussi que je maîtrise le mieux et qui est vraiment, qui explique en fait la façon dont on change et dans la façon dont on ne change pas et qui étudie les capacités de changer d'une organisation et d'une personne, et du coup met en place des outils qui permettent d'accompagner ce changement d'une façon beaucoup plus optimale, beaucoup plus précise et stratégique. Voilà, et toutes ces disciplines en fait permettent vraiment de comprendre qu'est-ce qui se joue finalement sur cette question climatique et qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à changer à la hauteur des enjeux. Et là, j'ai mis une petite image qu'une amie m'avait signalé, que je trouve très parlante finalement. Tout le monde veut changer, tout le monde veut, le changement, who wants change. Tout le monde veut le changement, mais personne ne veut changer. Donc on en est là, on va aller un petit peu plus précisément finalement dans ce questionnement. Donc là, en fait, l'idée pour moi, dans cette partie, c'est de vous présenter différents aspects en mélangeant finalement ces différentes approches, ces différentes disciplines, de vous donner quelques clés de compréhension et aussi peut-être stratégiques aussi sur la façon de comprendre cette dimension et de l'utiliser dans nos métiers. Alors, tout d'abord, ce que je voudrais rappeler, c'est que le changement, c'est un processus qui se situe entre résistance et motivation. Quand vous êtes sur un projet, vous ne pouvez pas faire sans ni l'une ni l'autre. Nécessairement, naturellement, ces deux éléments, résistance, motivation, vont se présenter. La résistance, c'est-à-dire comme quelque chose qui va freiner l'action, mais parfois l'empêcher ou en tout cas la détourner vers autre chose. La motivation, on oublie trop souvent que la motivation a la même racine que movere, mouvement. Donc la motivation, c'est quelque chose qui met en mouvement. Donc, si ces deux éléments, si on n'en tient pas compte, on rentre dans ce que j'appelle le jeu du hasard. Le jeu du hasard, c'est simplement de se dire, mon projet va rencontrer la bonne personne au bon moment. Et donc, nécessairement, on est au pays un peu au pays des merveilles, et mon projet correspond exactement à la personne, et cette personne est parfaitement disposée à ce moment de le mettre en œuvre, et bien sûr, l'organisation va suivre. Et ça n'existe pas, ou c'est rarissime. Mais c'est ce que j'appelle le jeu du hasard, parce que la plupart du temps, en fait, on va rencontrer la réalité humaine de la situation, à la fois de la personne qui est notre interlocuteur et de l'organisation dont on souhaiterait le changement. La résistance, si on revient aussi à la racine de sa définition, c'est deux forces contraires qui se rencontrent. C'est la définition de la physique. Une résistance en physique, c'est comme ça. C'est effectivement deux forces qui s'opposent et qui se rencontrent. Donc c'est toujours intéressant de se dire, mais
il y a bien sûr la force de résistance de l'autre, mais je participe moi-même, par mon attitude, par ma proposition, par ma façon d'être, à cette résistance. Et puis, je rencontre la résistance naturelle de l'autre. Ça, je vais y revenir plus en détail après. Donc déjà, ce qu'on voit, c'est que d'un point de vue de la stratégie, c'est intéressant de voir comment moi, je contribue parce que j'amène, parce que j'apporte à la résistance de l'autre et d'adapter le projet et d'adapter finalement ma façon d'être dans le projet. On est beaucoup dans ces métiers, dans une posture de conviction. On veut convaincre et on est tellement persuadé qu'on a raison. Et en plus, le pire, c'est qu'on a raison la plupart du temps. Et du coup, cette conviction et aussi cette passion de nos métiers, eh ben, ne va pas, voilà, forcément rencontrer en face un enthousiasme équivalent. Et donc, cette posture de conviction, elle peut être très contre-productive. Et j'en parle vraiment en connaissance de cause, hein, parce que j'ai beaucoup rencontré ça et j'ai beaucoup rencontré aussi d'incompréhension dans le fait de savoir qu'on a raison et de ne pas rencontrer la même compréhension en face. Plus on veut convaincre et plus on peut mettre l'autre personne dans une situation de défensive et de résistance, parce que lui, il va vouloir défendre sa vision du monde, sa vision des choses. Donc là, on est vraiment sur un ajustement personnel. Et puis, une autre stratégie, ce sera de tenir compte de la résistance et l'utiliser. Ça, j'en parlerai un petit peu après. En ce qui concerne la motivation, là aussi, pas de mouvement si la motivation n'est pas suffisante. Donc la stratégie ici, ça va être de faire travailler la motivation. Et là encore, je rentrerai dans les détails un petit peu après. Mais je suis très surprise que très souvent, quand je fais faire des diagnostics résistance-motivation sur des structures, très souvent, les conseillers ou les personnes qui accompagnent la démarche dans l'entreprise ou dans l'organisation, dans la collectivité publique, ne connaissent pas les motivations. Ou très généralement, on va à un niveau de motivation qui est un peu assez faible finalement. On est sur des idées, bon voilà, on va faire des économies financières ou ouais, c'est bon pour le climat. Voilà, il n'y a pas une vraie motivation. Donc, stratégiquement, travailler sur les motivations, c'est un vrai sujet en soi. Alors, ici, je vais rentrer un peu plus en détail dans les résistances. En tout cas, on peut appeler ça processus de protection, parce qu'ici, c'est vraiment le cerveau, en fait, qui a mis en place un certain nombre de blocages d'informations de façon à préserver son équilibre, son homéostasie. C'est-à-dire vraiment, voilà, le cerveau, il dépense une énergie phénoménale à faire fonctionner notre corps et il va beaucoup fonctionner sur des biais cognitifs, c'est-à-dire des habitudes de cognition, des habitudes de pensée, des modes de pensée. Alors, j'ai sélectionné quelques résistances que vous avez très certainement déjà rencontrées dans vos métiers. Donc, le déni, donc c'est le fait de dire qu'il n'y a pas de problème, de considérer que mon comportement n'est pas un problème, que je ne suis pas concernée par la situation. On va avoir des conflits de valeurs. C'est important de savoir que très souvent on me dit mais c'est étonnant, qu'est-ce qui fait que les gens disent que la question climatique est fondamentale mais finalement les gens passent très peu à l'action. Et donc là on est sur des conflits de valeurs, c'est-à-dire on va avoir des valeurs qui sont actives, c'est-à-dire des valeurs qui nous font agir. Donc ça va être par exemple le cas de la valeur sécurité, de la valeur éducation, de la valeur santé. Ça, ce sont des choses qui nous font agir. Et puis la valeur environnement, elle est rentrée peu à peu dans notre bulle de valeur centrale, mais elle est encore trop périphérique. Donc on en parle, mais on a encore du mal à agir. Hein, puis on voit qu'on passe des stades avec le Grenelle de l'environnement, on a passé un stade. Là, on est en train de passer un stade. Je crois que depuis la démission de Nicolas Hulot, il y a eu quelque chose qui s'est passé, hein, puisque je travaillais avec des élus récemment et certains m'ont dit que depuis que Nicolas Hulot avait démissionné, on ne pouvait plus dire qu'il n'y avait plus de sujet. Voilà. Et on ne pouvait pas dire que le climat n'était pas un sujet. Donc, désormais, c'en était un. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est encore facile d'agir, parce qu'il y a encore des habitudes à dépasser. Mais
voilà, c'est ça, les valeurs ne sont pas toujours actives. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre, mais c'est important parce qu'on peut avoir des conflits de valeurs très importants. Par exemple, une personne va se sentir très, très sensible à un sujet en tant qu'individu. Quand il rentre dans l'entreprise, c'est les valeurs de l'entreprise, les valeurs plus actives de l'entreprise qui vont prendre le pas. Donc, toutes ces valeurs qu'il a en tant qu'individu vont être inactives dans l'entreprise. Et donc, parfois, il faut faire un travail sur ce conflit de valeurs. Il faut arriver à les réconcilier, et à faire un vrai travail sur, voilà, qu'est-ce qui va finalement être mis en œuvre chez la personne pour que l'action puisse se faire. Le sentiment d'impuissance, voilà, c'est quelque chose qu'on va rencontrer beaucoup. Beaucoup de gens, finalement, se sentent très démunis par rapport à l'énormité de l'enjeu. Et du coup, ça va... quand on est dans le sentiment d'impuissance, on n'est plus dans sa juste capacité d'action. On sort de sa zone de capacité puisqu'on devient responsable de plus grand que soi, de cette question climatique qui est plus grande que tout le monde. Et donc, du coup, peut-être que là, un travail sur la juste capacité d'action, revenir dans sa juste limite d'intervention peut être nécessaire. Voilà. Bon, je ne vais pas définir tout parce que je n'ai pas le temps, mais l'idée ici, c'est de se dire qu'à chaque fois qu'il y a une résistance, en fait, je parlais de putain de facteur humain. Donc oui, on va sentir la difficulté de la personne à avancer ou de la structure à avancer avec nous. Mais pour moi, en tant que spécialiste sur ces questions-là, c'est plus un précieux facteur humain parce qu'en réalité, ça va montrer là où il faut être attentif, là où on peut agir. C'est-à-dire que chaque résistance devient une clé de transformation, une clé de changement. Quelqu'un qui résiste, en fait, il apporte une information hyper importante sur ce dont la personne ou l'organisation a besoin pour changer. J'ai parlé des conflits de valeurs. Ça m'est arrivé sur une structure récemment d'agir uniquement à ce niveau-là. Là, c'était une entreprise de conseil qui souhaitait devenir exemplaire depuis des années. Parce qu'elle se disait que c'était bien effectivement d'accompagner les autres sur cette transformation favorable à la question climatique, mais eux-mêmes n'étaient pas exemplaires et qui constataient que les services supports de l'entreprise rechignaient, étaient en difficulté. Et là, ce qui était intéressant, c'est que les ingénieurs et techniciens considéraient que les services supports faisaient mal leur travail puisqu'ils ne respectaient pas toutes les normes environnementales. Et les services supports ne voulaient pas faire tous ces éco-gestes parce qu'ils considéraient qu'eux, ils faisaient bien leur travail et que s'ils respectaient ces histoires de réduire les consommations de papier énergétique, etc., ils faisaient mal leur travail. Donc, il y avait vraiment un conflit sur la valeur travail. Et donc, l'idée, ça a été de travailler uniquement sur ce point-là. Donc, à chaque fois, c'est dire, il y a une résistance. Et pour moi, c'est une clé de transformation. C'est justement la structure exprime là ce dont elle a besoin pour changer. Voilà. Si vous avez compris ça, c'est de l'or. Alors, j'ai parlé de processus émotionnel, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, mais ce qui est important, c'est que quand vous rencontrez un individu et que vous parlez d'un projet, il va vous accueillir à partir de sa mémoire émotionnelle. Tout ce que vous allez lui dire, il va le recevoir à partir de la mémoire émotionnelle. Pourquoi ? Parce que, alors, je l'ai dit, notre cerveau est alors, non, je ne l'ai pas encore dit. Notre cerveau est conditionné par tous nos apprentissages depuis notre plus tendre enfance. Nos apprentissages éducatifs, relationnels, toutes nos expériences de vie à tous les âges de la vie. Et nous sommes cette mémoire-là. Et la mémoire, elle se situe dans nos différents cerveaux, bien évidemment, mais surtout dans le cerveau limbique. Et le cerveau limbique, c'est le cerveau émotionnel. Donc les mémoires, elles ont tendance à se cristalliser par rapport à des émotions qu'on a pu vivre au moment où on a vécu l'expérience. Donc, on va peut-être pas forcément se souvenir de l'expérience en question, mais on a une trace émotionnelle. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont être en réactivité, ou qui, voilà, vous parlez d'un projet très important à quelqu'un et vous vous dites, ah non, mais nous, on n'a pas le temps. Oh non, mais j'ai pas le temps. Donc, ça, c'est une réactivité. Nécessairement, la personne n'a peut-être pas du temps, forcément un manque de temps, mais peut-être que la question du temps est importante et qu'il faudra re-hiérarchiser les priorités. Mais de fait, ça peut être une réactivité parce que votre proposition la met en stress. Voilà. Et donc,
du coup, ça, c'est important de comprendre que si une personne réagit ou en tout cas n'entre pas tout de suite en connivence avec votre discours, c'est qu'elle est simplement en train de réactiver une mémoire. Ça, c'est normal, c'est naturel. J'ai mis une petite bulle à propos de prendre une décision. Là-haut, très rapidement, c'est le psychologue américain Kahneman, qui a été prix Nobel d'économie parce qu'il a fait un travail formidable sur la façon dont on prend des décisions. Et il s'est intéressé notamment dans les grandes sphères financières, la façon dont les traders prenaient leurs décisions. Et il a pu mettre en valeur, identifier deux systèmes. On a deux systèmes de décision. Un très rationnel et lent qui passe par notre cerveau néocortex, le plus moderne, mais il est lent parce qu'il analyse, il pèse le pour et le contre, il essaie d'évaluer toutes les données. Et puis un système très rapide, émotionnel, instinctif, intuitif, qui est celui qu'on va activer de façon soit réactionnelle à une situation, soit parce que on doit choisir très très rapidement, ce qui est le cas des traders. Et ça, c'est très passionnant parce que ça, du coup, ça fait comprendre que parfois les personnes ne prennent pas des décisions qui nous semblent rationnelles. Elles ne nous semblent pas rationnelles par rapport au sujet rationnel qui est le climat. Mais pour la décision va sembler rationnelle. Voilà. Et donc, il y a ces deux systèmes qui sont constamment actifs en nous. Et donc, le principe, ça va être de permettre à la personne de sortir du système trop rapide émotionnel pour passer au système 2 et prendre le temps de mieux réfléchir à cette question climatique. Qu'est-ce que ça va, du coup, avoir pour conséquence dans sa décision et ses choix définitifs. Alors, toujours sur les émotions. Ah, excusez-moi. Ah oui, j'ai interverti mes deux petites slides. Donc, je passe à la suivante et je reviendrai en arrière. Toujours à propos des émotions, on va retrouver l'émotionnel dans le processus de deuil qui a été créé par le docteur Elisabeth Kubler-Ross, qui est un docteur suisse, qui a identifié dans les personnes qui perdaient un proche tout un cycle de deuil. Et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'à partir du moment où il y a des pertes conséquentes, le deuil va s'enclencher exactement de la même manière. Donc on peut considérer aujourd'hui que pour la question climatique, au regard de ce que cela va avoir pour conséquence sur nos choix sociaux, nos choix de consommation, nos choix de déplacement, nos choix de production, il y a perte. C'est-à-dire qu'il y a perte. Alors, il y a perte à partir du moment où il y a changement profond, perte de certaines formes de mobilité, perte d'une certaine abondance, parce qu'aujourd'hui, on est un petit peu comme des enfants dans un magasin de bonbons, à qui on dirait à la fois, vous pouvez tout prendre, et à la fois, on dirait, vous, non, vous ne pouvez pas tout prendre, parce que là, il y a vraiment un problème si vous prenez tout. Donc, on est vraiment dans cette situation à la fois de très forte ambivalence, et on sait voilà, que si on fait le pas d'aller vers une société qui est en adéquation avec les nécessités climatiques actuelles, il y aura perte d'abondance, d'une forme d'abondance, parce que là encore, on est sur une idéologie. Et donc, ce processus de deuil, il est en cours, même si on ne le sait pas. Et là, on voit effectivement ces émotions qui sont dans la première phase, après la phase de déni qui est vraiment de dire non, il ne se passe rien, ou alors l'homme n'est pas responsable de la question climatique. On va rentrer dans un processus émotionnel de colère, de peur, d'impuissance, de marchandage. Donc le marchandage, c'est de dire mais non, on n'a pas besoin de changer nos comportements parce que la science va nous permettre de continuer de faire comme avant sans changer nos comportements. Donc par exemple des voitures qui polluent pas, etc., etc. Donc ça c'est vraiment, on est vraiment on marchande avec la réalité. Donc on est beaucoup dans cette phase-là, il faut le reconnaître. Et ça n'empêche pas l'action, mais ça va favoriser des actions pas en adéquation avec la réalité, un peu à côté, ça va empêcher l'action, bien sûr. Et ça peut favoriser aussi l'hyperaction tout azimut, on espère se tirer dans tous les coins en espérant finalement obtenir quelque chose. Voilà, donc ça favorise pas une action constructive, sereine, adaptée. Et donc, dans ce processus de deuil, on considère qu'il y a une forme d'acceptation profonde qui doit être faite avec la situation pour être
en capacité de voir plus clair et d'être en capacité d'aller dans une action plus juste. Voilà, j'utilise ce modèle, je l'ai utilisé récemment avec un directeur d'une PME. C'est très parlant, ça permet de se situer, ça permet de mieux comprendre aussi où en est l'entreprise, ça permet aussi de voir les axes de progrès, aussi là où il faut être vigilant, notamment quand on est dans l'impuissance ou dans le sentiment d'impuissance. Donc c'est un vrai outil d'accompagnement, en tout cas que moi j'utilise. Et voilà, j'avais envie de vous montrer un petit peu en détail l'intérêt, enfin voilà, l'importance de la phase émotionnelle. Alors je poursuis avec un autre modèle qui est celui des psychologues Prochaska et Di Clement. C'est un modèle qui date des années 80. Ces deux psychologues, en fait, il s'appelle le modèle transthéorie parce qu'il est le condensé d'une centaine de modèles qui ont été étudiés par ces deux psychologues. Et là, alors, je ne vais pas rentrer en détail dans les étapes, et vous voyez déjà qu'il y a 6 étapes, ce qui permet de voir que le changement n'est pas le fait de passer d'un comportement A à un comportement B, mais bien un processus. On va partir de la négation du problème. Donc ça, c'est la précontemplation. Par exemple, le fait de considérer que mon comportement n'est pas un problème. Et il est clair qu'à cette étape de précontemplation, on est en incapacité de changer parce qu'on considère que notre problème n'est pas un problème. Donc, de cette phase de contemplation, on va glisser doucement vers la prise de conscience, la capacité à s'organiser et à décider qu'est-ce qu'on va faire avant d'arriver à l'action. Donc ça, c'est très intéressant parce que du coup, on voit que on peut, comment dire, c'est pas tout blanc ou tout noir en fait. On est toujours dans le processus. Hein. Et très souvent, on a le sentiment qu'on est en échec parce qu'on n'a pas réussi à emmener dans l'action notre public, notre entreprise, etc. Alors qu'en fait, on ne se rend même pas compte qu'on a réussi à les faire passer, à les faire glisser d'une étape à l'autre. Et ça, c'est changer. On passe d'une étape à l'autre, on change, même si l'action n'est pas encore au rendez-vous. Et il ne faut pas se louper, parce que si on essaie d'aller tout de suite à l'action, c'est le stade le plus fragile. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui n'ont pas été vues avant, notamment des résistances, ou alors des motivations qui n'ont pas été confortées, et d'ailleurs ça me fait dire que je ne suis pas revenue à ma slide motivation, donc je vais le faire juste après, et des motivations n'ont pas été confortées, qu'il y a une vision qui n'a pas été creusée, que la raison pour laquelle on veut agir n'a pas été clarifiée, l'action va être plus sujette à échec, retour en arrière, revirement, voire même arrêt définitif. Donc ces étapes, elles sont importantes. La contemplation, c'est j'ai pris conscience qu'il y a un problème, donc je me considère comme partie prenante du problème et donc de la solution, mais je suis encore prise dans mes ambivalences, dans mes difficultés, dans mes habitudes, dans ma culture, dans mes valeurs, dans mes conflits de valeurs, dans mes conflits de priorité. Donc ça, c'est des choses, voilà, si on n'en tient pas compte à un moment, ça va ressurgir à un autre, ça va ressortir par la bande. Alors, on pourra le traiter, mais voilà, tout ça, c'est pour dire que ça permet déjà de mieux voir qu'on est toujours dans le processus, et donc c'est toujours de se dire comment j'avance dans le processus sans forcer la main. Ça permet de mieux identifier si nos actions sont adaptées à nos cibles, car combien de fois j'ai accompagné des structures qui essayaient de tirer dans tous les coins avec des campagnes de communication grand public, alors que évidemment, il y a des personnes qui ne sont pas réceptives à ce genre de communication. Et quand on le sait, ça permet de mieux cibler et puis mieux cibler nos actions et puis aussi mieux déterminer nos actions en fonction des cibles qu'on aura choisies. J'ai des structures qui, suite au travail qu'on a fait, ont décidé de plus s'intéresser aux précontemplatifs et de se centrer plutôt sur les contemplatifs et les gens en préparation. Par ailleurs, quand on sait ça aussi, on va savoir que voilà, j'avais des structures qui faisaient, par exemple, des guides pratiques
pour des personnes qui étaient en contemplation, pour des personnes qui étaient en résistance. Mais les guides pratiques, ça n'intéresse que les gens qui ont déjà choisi d'agir, donc qui sont en préparation. Donc déjà, là, on perd moins son temps et son argent à essayer de faire des actions pour des publics qui ne sont pas réceptifs. Voilà. Donc ça, c'est un modèle qui est très intéressant pour ça aussi. Alors, je vais retourner en arrière. Excusez-moi 2 secondes. Retrouver ma petite slide sur les motivations parce que sinon, il va manquer quand même quelque chose d'important. Attendez, j'avance tout mon petit modèle. Voilà. Alors, la question des motivations, qui est aussi très centrale. Ici, ce que je vous présente, c'est un modèle simple avec 4 niveaux de motivation. Tout en bas, vous avez le niveau 1 qui est le niveau de la contrainte. Voilà, on va agir parce que la loi me le demande, parce que sinon je vais avoir des amendes, sinon je vais payer plus cher, je vais avoir une contrainte matérielle. Voilà. Le deuxième niveau, c'est le risque à ne pas changer. Il va y avoir une menace pour mon entreprise, je vais avoir un positionnement économique qui va être mis en difficulté si je n'agis pas, ou bien il va y avoir pénurie d'une matière première, et donc je suis obligée de me repositionner, ou bien une menace pour la santé, etc. Donc j'ai un risque si je ne change pas. Troisième niveau, bénéfices personnels secondaires, bien-être, confort, plaisir, image sociale. Quatrième niveau, les idéaux, les valeurs, le sens. Ça, c'est la motivation profonde. Donc, ça peut être l'équité, c'est vraiment les valeurs. Hein. Équité, la justice, le lien, le fait d'être en accord avec soi, d'être dans le sens de ce qui a profondément de la valeur pour soi. Plus on monte dans ces 4 niveaux et plus la motivation est forte. Pourquoi ? Parce que la motivation est rarement rationnelle. La motivation, c'est un élément profondément personnel, émotionnel. Plus on est finalement, plus on est dans quelque chose de personnel et plus la motivation va être forte, elle va être porteuse, elle va être pérenne, elle va permettre une action au niveau des ambitions, des décisions au niveau des ambitions, des arbitrages au niveau des décisions, de la motivation. C'est pourquoi cette motivation, et j'y reviens, ça veut dire mouvement, mise en mouvement. Plus elle est haute, plus ça va mettre en mouvement. Trop souvent, on se contente de motivations qui sont au niveau de la contrainte ou du risque à ne pas changer. Et ça, c'est trop insuffisant pour porter des ambitions telles que la question climatique l'exige. Et là encore, je suis toujours surprise de voir que cette question n'est pas suffisamment prise en compte. On y reviendra sur le témoignage de M. Poitras, parce que la question d'accompagner la motivation était très centrale sur ce projet. Voilà pour ce que je voulais dire sur les motivations. Alors, j'avance. Dernière slide sur cette partie. Je voulais juste vous montrer une autre théorie qu'on appelle la théorie du changement de type 1 et de type 2 qui est très intéressante parce que là aussi, ça peut être un critère d'évaluation de là où se situe l'organisation que vous voulez accompagner. Le changement de type 1 va concerner le changement à l'intérieur du système, alors que le changement de type 2 va concerner le changement du système lui-même. Le changement de type 1 est ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire tout organisme est en perpétuel changement de façon à maintenir son équilibre naturel, que ce soit le corps humain, que ce soit une entreprise, que ce soit une famille, on va faire des changements à l'intérieur du système. Tant que ça ne touche pas au système, on est en changement de type 1. Donc c'est très intéressant quand on veut améliorer le système en place, le réguler. Hein. Ça préserve le système en place. Par contre, ça n'entraîne souvent pas des changements suffisants en matière de climat, où là, on est sur des changements beaucoup plus systémiques, beaucoup plus du système, justement. Très souvent, les entreprises vont faire des actions très intéressantes, parfois engageantes, mais très peu d'entreprises, finalement, agissent sur leur cœur de métier, sur leurs valeurs, sur ce qui est vraiment central dans le système. Et ça, c'est plutôt ce qu'on appelle des changements de type 2, évolution. C'est-à-dire qu'on change les règles du jeu. On change le système lui-même. Hein, ça va être changer de business model. Ne plus vendre un produit, par exemple. Pour un consommateur, par exemple, ce sera consommer moins. Donc, l'avantage, c'est que ça permet de mettre le système en adéquation avec son environnement.
Ça, c'est intéressant parce que l'entreprise, elle passe son temps aussi à se mettre en adéquation avec son environnement, les clients, la norme, les risques. Et pourtant, cette question climatique, elle a du mal parce que ça lui demande des modifications d'une telle profondeur que là, on rentre vraiment dans des blocages vraiment profonds. Donc, ce changement est souvent difficile s'il n'est pas désiré. Il n'est pas toujours accessible dans l'immédiat et malheureusement, souvent, il se fait un peu à l'insu de notre plein gré, c'est-à-dire qu'en fait, il va se faire par rupture, par effondrement. Voilà. Mais donc, du coup, c'est intéressant de voir ça donne quelques critères aussi pour voir de quel changement a besoin l'organisation ou la structure que vous accompagnez et est-ce qu'on est bien dans les clous. Voilà, je vais passer à ma dernière petite partie avant de donner la parole à Monsieur Poitras. Je vais vous présenter 2 petits cas pratiques que j'ai rencontrés dans mon travail et qui font intervenir de façon stratégique et de façon assez différenciée les différents éléments que je viens de vous partager. Alors, moi, je vous présente comment je travaille, mais il y a probablement des gens qui travaillent différemment. Moi, ce que j'ai observé, c'est que sur une structure, sur une problématique de blocage, je peux intervenir par les résistances, c'est-à-dire les identifier et les utiliser comme un outil, par les motivations, donc là, comme je vous ai montré, niveau nature de motivation et niveau de motivation, par la question du changement, de quelle nature est le changement, à quelle étape on est, à quel niveau de changement on est, par les objectifs et les attentes. La question des objectifs, je ne l'ai pas abordée aujourd'hui, mais c'est clarifier un objectif et voir s'il est partagé, c'est parfois très stratégique. Par les besoins fondamentaux, là aussi, c'est une notion que je n'ai pas abordée aujourd'hui, mais je peux dire 3 mots. La notion de résistance et de motivation est intrinsèquement liée à nos besoins fondamentaux. Donc ça, je vous renvoie vers les théories de Maslow et les théories de Marshall Rosenberg. Et de façon plus globale, j'interviens par le système. Donc moi, je suis formée au coaching systémique. Donc, je vais observer tout le système en place. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est de trouver le petit grain de sable qui va faire la différence. Donc, les 2 cas que je vais vous montrer, on va aller chercher le petit grain de sable qui va faire la différence. Donc, le premier cas, c'est une entreprise qui voulait faire depuis quelques années un plan de déplacement et qui avait toutes les capacités à le faire, à la fois interne, puisque toute la direction, les salariés, toute l'équipe projet était vraiment très positif sur ce projet, et aussi des facilités externes, parce que tous les transports en commun étaient disponibles à proximité. Chaque année, donc voilà, la stratégie est très simple. Toutes les années, il y avait 3 semaines d'affilée sur la mobilité. Cela a été fait depuis 7 ans. Il y avait toujours le même enthousiasme, et au bout de quelques semaines, les salariés, qui avaient été pourtant, pendant 3 semaines, pris main dans la main, accompagnés pour déterminer leur propre plan de déplacement, faciliter leur déplacement. Et bien, malgré cela, au bout de quelques semaines, tout le monde reprenait ses anciennes habitudes et reprenait sa voiture. Et donc, la question qui tue, est-ce qu'une action court terme et ponctuelle, c'est-à-dire qui a lieu 1 fois par an sur 3 semaines, peut répondre à un objectif de long terme? Puisque l'objectif, c'était d'obtenir qu'un maximum de salariés puissent changer et prendre des déplacements doux en remplacement de leur véhicule, et ceci sur le long terme. Donc, est-ce qu'une action court terme peut répondre à un objectif long terme? Eh bien, non. Donc, l'idée, ça a été de choisir une action qui corresponde à l'objectif. Et là, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait un élément dans le système qui a donné une clé de transformation majeure. L'entreprise s'était installée sur cette zone d'activité, ils étaient tout seuls, donc les voitures pouvaient se garer n'importe où. Puis le périmètre a réduit parce que d'autres entreprises se sont installées sur ce même périmètre de zone d'activité. Donc le parking s'est réduit à la portion congrue, juste le parking qui appartenait à l'entreprise. Et les salariés ont commencé à se garer dans le voisinage et ça a commencé à clairement râler. Donc, la proposition qui a été faite pour cette entreprise, ça a été, eh bien, vous allez gérer collectivement le parking comme marqueur d'engagement et de rupture des habitudes.
Donc, vous allez gérer collectivement ce parking. Vous allez décider qui a le droit de s'y garer, les personnes qui ont le droit de s'y garer en permanence pour des raisons de mobilité, et les personnes qui auront le droit d'y avoir accès X jours par mois ou X jours par année en fonction de la disponibilité et du nombre de salariés. Et les restes des personnes doivent apprendre à se déplacer autrement. Donc ça, c'est très intéressant. Parce que ici, on est sur des habitudes. Hein. L'utilisation de la voiture, c'est une habitude. Et l'habitude, c'est un fonctionnement du cerveau qui est très intelligent et très difficile à faire bouger. Quand vous apprenez à conduire, ça vous demande beaucoup d'efforts. Et quand vous savez conduire, ça vous demande 0 effort. Et le cerveau, il fait ça pour éviter d'utiliser son énergie constamment pour apprendre. Donc, de temps en temps, il fixe des comportements. Mais quand il fixe les comportements, ils sont très difficiles à faire bouger. La seule chose qui peut faire bouger, eh ben justement, c'est quand il y a une obligation. Et ici, c'est intéressant parce que cette obligation, elle est librement consentie. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord de gérer collectivement ce parking. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment super, parce qu'ils trouvent eux-mêmes la solution pour arriver à percer cette problématique de l'habitude et pour gérer eux-mêmes leur ambivalence et leur attachement à l'ancien système. Voilà, donc du coup, ici, petite démonstration d'une approche dans le système où on va s'intéresser à voir déjà si l'action elle est adaptée à l'objectif qu'on a et ensuite trouver une action qui est vraiment adaptée à l'objectif en tenant compte de la réalité de l'entreprise. Deuxième proposition de cas, alors ici c'est un cas très différent, c'est un cabinet de conseil qui devait accompagner une grosse entreprise de entertainment, je ne trouve pas le mot français, de je ne sais plus quoi, et en fait, la demande, l'entreprise est venue vers le cabinet de conseil et l'entreprise demandait à faire un diagnostic de tri des déchets. Il voulait identifier, valider ce qu'il faisait déjà. Et le cabinet de conseil a proposé plutôt de travailler sur le cycle de vie global du déchet pour moins en produire. Avec cette idée derrière, qui n'a pas été partagée par l'entreprise, qui était une idée en off, j'aimerais bien faire une entreprise pionnière. Alors, ici, on voit clairement qu'il y a deux forces contraires et que déjà au démarrage, il y a une tension entre la demande et l'offre, enfin la demande et la réponse. Ce qui s'est passé, c'est qu'au premier rendez-vous, c'était extrêmement tendu. On a été dans un dialogue de sourds. L'entreprise voulait absolument faire valider ce qu'elle faisait déjà. Et le cabinet de conseil s'est vraiment positionné un peu en position haute, arrogante, qui s'énervait en disant « Oh là là, ils sont dans l'autosatisfaction, il faut vraiment que j'arrive à les convaincre. » Et puis, voilà, il trouvait que l'entreprise était vraiment en deçà des objectifs qui, lui, en tout cas, en tant que consultant, lui semblait intéressant sur le sujet. Alors, voilà, la conséquence, c'est que l'entreprise n'a pas donné suite. Donc, on a fait une analyse de cas parce que le cabinet de conseil estimait être régulièrement dans cette situation et on a essayé de voir qu'est-ce qui se jouait finalement au niveau de la dimension humaine. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, il y a vraiment une demande de changement. Et donc, du coup, c'est anormal que ça ait abouti par un échec parce qu'il y avait cette demande. S'il n'y a pas de demande, c'est compliqué. Mais là, il y a une demande. Donc, c'est vraiment, vraiment important de partir de la demande et d'avancer avec ça. Donc, ici, en fait, l'entreprise s'est mise en protection. C'est-à-dire qu'elle a essayé de maintenir son statu quo par insécurité, par stress. Il y avait une question d'image très forte sur ce projet et elle voulait à tout prix préserver cette image. Et ça on n'en a pas tenu compte. En fait, ce qu'on peut voir dans un système comme ça, c'est que très probablement, pour l'instant, la demande est à la hauteur de la motivation. Donc, la motivation, elle est suffisante pour porter l'idée de trier ses déchets, mais elle est insuffisante pour porter un projet tel que le consultant l'apporte, en fait. Lui-même, il a une motivation très forte, il a une vision très claire du changement, mais l'entreprise, elle n'est pas à ce même niveau. C'est pas à l'entreprise de se mettre au niveau du consultant, c'est au consultant de se mettre au niveau de l'entreprise pour peu à peu lui permettre de construire une vision plus clarifiée
une motivation plus forte. Qui porte la vision? Si c'est que le consultant qui porte la vision, l'entreprise très vite va être confrontée dans ses limites, dans sa propre vision de la réalité. Quand vous voulez que quelqu'un change, vous le confrontez dans son espace finalement de protection et il va se mettre en protection. Change. Et donc, du coup, ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est identifier ma propre réactivité. C'est comment moi je participe à ce blocage dans l'entreprise. Je ne tiens pas compte de ce qui se passe. Je campe sur ma position, sur ma vision. J'essaie de convaincre toujours plus. Donc, je crée toujours plus de blocages. Je suis en réactivité miroir. Je réagis au même niveau que mon interlocuteur, ce qui crée des grosses tensions. Ou bien je suis en mode cerveau reptilien. C'est-à-dire que voilà, cette personne, en l'occurrence, la consultante, c'était une femme, était plutôt dans le repli et la fuite, mais j'en ai connu qui étaient dans l'agressivité, même dans l'attaque. En tout cas, toutes ces postures sont bien entendu contre-productives. Et là, on va être plutôt dans cette idée d'être dans une co-élaboration, de mieux associer l'entreprise, de mieux associer là où elle en est, dans sa capacité d'action, dans sa vision, être entendu dans sa limite est central. On va avancer par étapes. On va trouver le petit pas qui va faire la différence. La stratégie des petits pas, elle est très puissante. Il ne faut pas la sous-estimer. Très souvent, on dit oui, mais par rapport à l'urgence climatique, la stratégie des petits pas, c'est trop petit. Mais en fait, pas du tout. La stratégie des petits pas, c'est la porte d'entrée. C'est-à-dire que quand vous avez trouvé la porte d'entrée qui va bien, le petit pas que l'entreprise est prête à faire, elle sera prête à faire les suivants. Voilà. Donc, c'est plutôt voilà. Très souvent, on met les entreprises face à un mur. J'ai accompagné des directeurs RSE qui avaient des plans d'action tellement ambitieux et fantastiques plans, mais du coup, ça les mettait eux-mêmes dans l'impuissance. Et le premier petit pas, c'est simplement par quel bout on va finalement commencer à grimper le mur. L'association, donc ici, la stratégie, on va être vraiment sur l'association, la collaboration et la coélaboration du processus de changement, des étapes de transformation. Alors, juste pour finir, avant de donner la parole à Monsieur Poitras, j'aimerais revenir sur la dimension de la psychologie humaniste, bon, qui est de l'école dans laquelle je m'inscris, hein, mais il y a d'autres écoles, mais en tout cas, c'est celle qui me correspond bien. Et juste pour vous donner quelques clés, bien sûr, il y a tous ces conditionnements, il y a ces difficultés, mais l'école humaniste va considérer qu'à partir du moment où on va permettre à la personne d'être en capacité de faire des choix conscients, elle va être en capacité de dépasser justement ces processus et ces forces inconscientes. Donc là, on est beaucoup dans une relation de confiance. On est dans la parité avec le client, le partenaire. Ça veut dire qu'on est à égalité. Ok, je suis l'expert sur le climat, mais cette personne est l'expert de sa propre capacité à changer. Elle est l'expert de sa propre structure. C'est elle qui sait où ça va être possible, où ça va pas être possible. Donc il y a vraiment cette notion de parité. Le sentiment de liberté de choix et d'autonomie aussi. La prise en compte de la réalité de l'autre, de sa structure, la prise en compte du système. Voilà, tout ça qui fait qu'on va instaurer une relation de confiance qui va faire la différence. Et je vous donne encore 2 clés. Plus je travaille et moins l'autre va travailler, va réfléchir, se positionner. Plus je laisse l'autre travailler, c'est-à-dire plus je le laisse répondre à ses propres questions et plus il va réfléchir, apprendre à se positionner lui-même dans le changement et se transformer. Deuxième clé, plus je veux le changement et moins l'autre va le vouloir et plus il va résister. Voilà. Et moins je veux pour l'autre le changement et plus il va être en capacité là aussi de se positionner. Voilà, je voulais terminer là-dessus. Il est pile poil 16h30 et je suis ravie d'introduire Monsieur Poitras pour son témoignage. Bonjour Monsieur Poitras. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup de venir témoigner. Voilà, on a travaillé ensemble récemment sur une étude qui est en train de se terminer, où vous nous avez demandé à Aurélien Alfaré de ACT et à moi-même de répondre à la question de l'implication des élus et des DGS, des collectivités publiques, sur le dispositif Citergie. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous peut-être
en 3 mots expliquer ce qu'est Sytergie et quelle était votre demande sur ce projet? Oui, alors Sytergie est une démarche européenne qui est déclinée en France pour accompagner les collectivités dans la mise en place de démarches ambitieuses sur les thématiques énergie-climat. Il y a un référentiel qui est associé à cette démarche qui permet de labelliser les collectivités qui atteignent un certain nombre de points, donc qui ont un niveau, je dirais, d'action qui est suffisant pour cette reconnaissance. Donc, le niveau étant ambitieux, il présuppose un certain nombre, je dirais, d'engagements de la part des élus et des agents des collectivités. Et c'est là où le retour d'expérience montre que d'une collectivité à l'autre, on a des résultats qui sont assez différents, pour ne pas dire très différents, alors que les collectivités sont engagées dans la même démarche. Et qu'en cherchant un petit peu le pourquoi, on est tombé assez rapidement sur des niveaux d'implication des élus et des DGS assez différents d'une collectivité à l'autre. Et c'est donc apparu comme un levier fort. La question était de savoir comment on pouvait aller mobiliser ces leviers, comment on pouvait impliquer davantage effectivement les maires, les présidents de PCI et les DGS dans la démarche. Donc c'est pour ça qu'on vous a confié effectivement cette mission. Qui était un peu une première pour nous, d'essayer de regarder nos dispositifs avec ce regard, accompagnement au changement. Et donc une des premières conclusions a été tout simplement aussi de se rendre compte que finalement, si on n'atteignait pas ce résultat avec les maires, les présidents, c'est que le dispositif ne faisait pas forcément beaucoup appel à eux. Et donc, c'était un peu la construction même du dispositif qui avait loupé un certain nombre d'étapes, un certain nombre de points clés pour obtenir le résultat qu'on cherchait, même si finalement le résultat qu'on cherchait n'était pas forcément très implicite sur ce point-là. Il était sous-entendu, et ce regard a aussi permis de justement rendre explicite finalement un de nos objectifs qui n'était pas forcément dans le dispositif. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que donc on a fait un certain nombre d'interviews, et dans ces interviews, un certain nombre de résistances, de difficultés finalement à s'engager des maires et des DGS est ressorti. Et enfin, de mon point de vue, ce qui est le plus prégnant aussi dans l'étude, c'est d'aider finalement les maires, les présidents de collectivités et les DGS à construire une motivation qui très souvent est finalement pas vraiment réfléchie. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant de voir que sur ce dispositif, c'est finalement la construction de la motivation qui semble la piste la plus intéressante. Est-ce que c'est votre conclusion aussi, ou qu'est-ce que vous pourriez dire là-dessus ? Alors, en fait, c'est très marrant parce qu'en utilisant des termes assez différents et en s'intéressant donc là par rapport à ce que vous venez de dire, on avait depuis très longtemps là, une manière de présenter les démarches énergie-climat en disant effectivement que ça devait être des projets pour les territoires, en disant bien que finalement, ça devait être le projet de chaque territoire, qu'il était presque unique, même s'il poursuivait des objectifs communs. Mais on parlait de projet de territoire et pas de projet de l'élu. De la personne. Et finalement, les mots sont un peu différents, mais ça revient pour moi un petit peu à ça. C'est comment on fait pour que le projet soit bien le projet de l'élu, avec ses mots, avec ses priorités, dans un ordre, avec rattacher les objectifs énergie-climat à ce qui est le plus important pour lui, le social, le développement économique, telle action qu'il a déjà menée ou qu'il voulait mener dans son programme. Et donc effectivement, c'est davantage personnalisé en partant des motivations des personnes, puisque on peut faire les liens très facilement entre beaucoup de motivations des élus et les programmes de démarche énergie-climat. Et ça dépend de qui fait le chemin. Est-ce qu'effectivement c'est le programme Sytergie et on attend à ce que chacun fasse le chemin vers le programme, ou est-ce qu'on essaye au contraire de partir des
motivation des élus pour essayer de leur montrer en quoi leur motivation se retrouve dans Citergy. Donc c'est effectivement assez intéressant de ce côté-là aussi, de prendre finalement le projet dans l'autre sens, Oui. ou de prendre l'explication dans l'autre sens. Oui. Et à l'origine, est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce qui a été votre intérêt pour cette dimension humaine? Parce que vous avez un historique avec ça. Oui, alors en fait, je crois que le point de départ, c'est simplement d'avoir eu la chance d'avoir des présentations qui montraient la différence d'impact, c'est-à-dire le taux de passage à l'acte avec une démarche structurée qui s'appuyait sur effectivement les techniques et les sciences humaines, et les démarches classiques, simplement entre guillemets de communication, d'argumentation, etc. Là, effectivement, la science démontre de manière très claire que les moyens, les méthodes spécifiques pour faire changer font changer. Et autant on peut dire que c'est un facteur souvent non maîtrisé, autant on ne peut pas tout à fait dire que c'est un facteur non maîtrisable. Alors maîtrisable avec plein de guillemets, c'est-à-dire en tout cas un facteur sur lequel on ne peut pas agir quand on a les bonnes méthodes, les bons leviers et qu'on s'y consacre réellement. Ça ne se fait pas tout seul. Mais par contre, on peut intervenir dessus. Et donc, à partir du moment où on a eu ces éléments, on s'est dit, mais si on peut faire mieux, eh ben, faisons mieux. Et donc, donnons-nous les moyens d'identifier comment faire mieux. Et est-ce que vous pourriez un peu nous parler des recherches que vous faites avec l'Université de Rouen? Oui, alors on a effectivement un travail collaboratif avec l'université et l'université de Rouen et de Caen, hein, sur les laboratoires de psychologie sociale, pour justement intégrer dans, on va dire, nos métiers, dans nos manières de faire, de conduire les projets, ces dimensions-là, qui peuvent être variées, hein. Ça peut être comment on améliore l'efficacité des espaces information et énergie. Donc, comment on fait venir plus de personnes à l'espace information énergie, comment dans le rendez-vous avec le conseiller, on fait en sorte que les participants mettent en œuvre plus d'actions qui leur sont préconisées. Et comment, une fois qu'ils ont fait plus d'actions préconisées sur le volet efficacité énergétique classique, on peut les emmener vers les autres actions de transition écologique, hein, déplacement, consommation, etc. Donc on a aussi des expérimentations sur les PDE. Comment mettre en place effectivement les actions PDE, comment faire en sorte que l'utilisation de la visioconférence, de la marche à pied, etc., qui sont dans les plans d'action PDE, soient réellement mises en œuvre. Donc voilà, on a plein d'expérimentations, on va dire, en cours, effectivement, qui utilisent des techniques assez systématiquement différentes, ou en tout cas diversifiées, parce qu'elles correspondent à un cadre, à finalement un cadre de travail qui est celui de la situation auquel on adapte les techniques. Autre chose que vous aimeriez partager encore sur cette étude sur Citergy? Peut-être un peu la difficulté de mener ce type d'action, c'est qu'on part finalement au début d'une page assez blanche, et que finalement la page elle se noircit vite, puis il y a plein de pages qui se noircissent, hein, donc il y a beaucoup de choses à faire, et qu'il faut aussi se donner un peu de temps, parce que il y a des résultats qui peuvent être assez rapides, hein, et mettre en œuvre rapide, mais si on veut aller au bout de la démarche, ça demande effectivement de pouvoir s'investir réellement dans quelque chose d'assez structuré, d'assez profond, parce que effectivement il y a beaucoup de choses à faire. Donc, il ne faut pas non plus se laisser, je dirais, dépasser par le travail en se disant on n'y arrivera jamais, il n'y a pas de bout. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir travailler sur le sujet et avec cette méthode longtemps pour progresser au fur et à mesure. Oui, c'est vrai, ça me fait penser à l'échange qu'on a eu récemment aussi sur la nécessité aussi d'articuler des approches techniques sur ces questions, des approches techniques qui existent, hein, depuis parfois plusieurs décennies et qui ont fait leurs preuves, avec cette approche plus dimension humaine. Et moi, je le vois, hein, dans mon métier, que ça reste encore une gageure ou un apprentissage plutôt d'articuler toutes ces approches
Moi, je vois que je fais des diagnostics de dimension humaine dans les entreprises. Voilà, j'apprends à les articuler avec des diagnostics RSE, avec des diagnostics climat, environnement. Donc, je vois bien aussi, puis effectivement, qu'il y a différentes approches. Donc, il faut faire des choix aussi. Hein. Il y a différentes disciplines. Et c'est important aussi, effectivement, de ne pas s'éparpiller aussi. Puis voilà, c'est pour ça que j'aime bien cette idée aussi d'être très stratégique et de se dire, voilà, là, à quel endroit, finalement, on va être le plus pertinent, où on va avoir le plus de marge d'action ou de conséquences sur le sujet, quoi. Monsieur Poitras, vous restez en ligne avec nous. On va rentrer dans une phase où on va pouvoir, vous et moi, répondre à des questions. Et juste avant ça, je voulais terminer quand même par montrer des ouvrages. Voilà, avant d'aller dans les questions. Donc, j'ai parlé du bug humain de Sébastien Boller sur les conditionnements biologiques du cerveau. Donc, passionnant ouvrage à lire absolument. Le syndrome de l'autruche aussi, qui essaie de passer en revue toutes les raisons pour lesquelles, pour l'instant, on n'agit pas pour le climat. Alors, c'est assez américain. C'est très centré sur la communication, mais c'est absolument passionnant. Enfin, on ne sort pas indemne de cet ouvrage. Le très important travail qu'a fait le service de prospective de l'ADEME, changer les comportements, faire évoluer les pratiques sociales à plus de durabilité. Cet ouvrage est gratuitement disponible sur le site de l'ADEME, absolument passionnant. Vous allez avoir aussi des approches selon les différentes disciplines avec le type d'action qu'on peut faire. Je présente aussi la lettre nature humaine, qui est la lettre que ma structure rédige depuis plus de 10 ans sur ces questions-là. Donc, elle est accessible gratuitement sur le site de Nature humaine. Et puis, 2 formations qu'on m'a autorisé à partager ici. Si vous faites partie du réseau de l'ADEME, vous avez accès à la formation changement de comportement en transition énergétique, qui est un dispositif qui va encore courir cette année et peut-être les suivantes. Une formation de 3 jours, plus accompagnement individualisé, plus webinaire, plus e-learning, qui est de très grande qualité et qui est dispensée donc par l'ADEME sur tous les territoires. Et puis celle du comité 21, que je donnerai à partir de l'année prochaine dans ce cadre. Voilà, donc si je voulais vous dire ça, et maintenant ce que je vous propose, c'est si vous avez des questions, alors là je crois qu'il faut que j'aille voir dans participants, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Alors je vais essayer de voir s'il y en a déjà, et aussi à Monsieur Poitras. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oh là là. Alors... je vois qu'il y a des personnes qui ont mis des liens vers des... Ah ben voilà, il y a le lien qui a été mis par Sarah sur le livre du service de prospective. Alors, n'y a-t-il pas aussi un mécanisme de notre cerveau induisant que nous ne changerons pas nos comportements si le danger n'est pas immédiat? Bien, tout à fait, effectivement. Nous avons une grande difficulté à mettre en corrélation des faits futurs avec une réalité qui nous semble en décalage avec ce qu'on nous amène, ce dont on nous parle. Et ça, c'est quelque chose qui est très détaillé dans le livre, d'ailleurs, la stratégie de l'autruche. Alors, comment peut-on amener des personnes à passer de la précontemplation à la contemplation? Alors, le précontemplatif, il va être particulièrement sensible à la transformation sociétale, à la transformation de son environnement social et social et pratique le plus proche. Une personne, par exemple, qui a de plus en plus de vélos et de plus en plus de trams, va prendre ces nouveaux transports par commodité et peu à peu, par praticité, et peu à peu va transformer sa perception de son propre comportement à l'aune de la culture environnante. Donc, en général, on a très peu soi-même de pouvoir sur ces personnes.
Ça, c'est des choses qui ont été vraiment 1000 fois validées, notamment dans le milieu médical, où on ne fait pas changer un fumeur qui ne considère ne pas avoir de problème, même s'il a un cancer. Donc ça, c'est des choses qu'on sait et il faut respecter ce savoir. Et donc, c'est la culture, les grandes campagnes de communication qui vont faire que peu à peu, la personne va changer au contact de son environnement direct et va passer dans la phase suivante. Alors, pouvez-vous donner plus d'informations sur votre formation à venir avec le comité 21, date, etc. Eh bien non, parce que c'est en cours et je vous invite plutôt à, dans les prochaines semaines ou les prochains mois, vous connecter sur le site où vous aurez toutes ces informations. Quelles sont les limites de cette sensibilisation, mis à part le continent européen? Bonne question, effectivement. Alors, on est obligé de s'adapter à la culture et aux prévalences culturelles, aux hiérarchies de valeurs, aux hiérarchies de besoins. Par contre, ce qu'on voit quand même, et ça c'est plus la théorie des besoins qui nous apporte ces éléments, et notamment le psychologue Marshall Rosenberg, qui est le père de la communication non violente, qui a mis en exergue le fait que même si les besoins sont hiérarchisés de façon différente d'une culture à l'autre, nous avons tous fondamentalement les mêmes besoins. Et lorsqu'on revient aux besoins fondamentaux, qui sont les besoins de lien, les besoins de comprendre, les besoins d'être en sécurité, les besoins de respect, les besoins de manger, etc., on peut, lorsqu'on revient vraiment à l'essence du besoin, on peut résoudre beaucoup de problèmes. Alors, n'y a-t-il pas un danger à insister systématiquement sur la nécessité du changement? Ne faut-il pas aussi valoriser ce qui est bien dans l'existant et ce sur quoi il faut s'appuyer en valorisant ceux qui l'ont mis en place? Monsieur Poitras, qu'éventuellement vous voulez répondre à cette question? N'y a-t-il pas un... J'ai pas de réponse scientifique là-dessus, hein, donc je préfère vous laisser répondre parce que j'ai juste du retour d'expérience, mais qui est du retour d'expérience comme c'est ça. Comme n'importe qui. Mais comme vous disiez tout à l'heure que en fait c'est pas binaire, c'est pas avant après, c'est par étapes. Et donc on part jamais de zéro tout à fait. Donc effectivement, systématiquement, on essaye nous de rapprocher le chemin de ce que les gens connaissent pour les rassurer, pour leur montrer effectivement qu'ils savent faire, qu'ils ont éventuellement fait presque pareil sur une autre thématique, avec un autre projet. Et donc effectivement, ça a un côté rassurant de... Évidemment, vous avez la capacité de le faire. Alors peut-être pas à cette échelle, peut-être pas, mais effectivement, rapprocher de ce qu'ils connaissent. Oui, puis il y a... Oui. Insister systématiquement, effectivement, sur la nécessité du changement peut être très contre-productif si effectivement c'est vécu comme quelque chose de très intrusif. Donc c'est délicat. Après, ça dépend des situations, mais alors après, à l'inverse aussi, on insiste aussi sur le fait de changer, mais pas pour dire finalement, c'est vous qui devez changer comme si rien n'avait changé à côté. Ce qu'on dit souvent, c'est vous devez changer parce que le reste a changé, et notamment les objectifs et les projets ont changé. Si avant, on ne vous demandait pas d'être efficace sur le point de vue énergétique, eh bien, vous ne l'étiez pas, mais on ne vous le demandait pas. Et ce qui change, c'est qu'aujourd'hui, on pense que c'est important et donc on vous demande quelque chose de nouveau qui correspond à de nouveaux objectifs qu'on espère partager. Mais effectivement, c'est pas vous qui avez à changer tout seul et le reste n'a pas changé. C'est souvent parce que le reste change ou parce qu'on veut faire changer le reste qu'on vous demande à chacun de changer. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Alors, autre question. Il y en a beaucoup qui arrivent. Alors, vraiment, désolée si je n'arrive pas à tout attraper. Alors, dans vos accompagnements, avez-vous trouvé que l'écologie était une valeur suffisante pour vos interlocuteurs pour les motiver à changer, niveau le plus haut d'après votre schéma? Eh bien, non. L'écologie est souvent pas une valeur suffisante. Elle est une valeur suffisante si elle fait partie des valeurs centrales de la personne. Très souvent, elle fait partie des valeurs centrales, soit parce qu'elle a reçu une éducation. Les parents étaient par exemple des militants déjà
écologiques, sociaux, etc. Ou bien parce que la personne a rencontré dans son parcours de vie des événements ou des considérations qui ont fait que c'est devenu une valeur centrale. Mais la plupart du temps, ce n'est pas une valeur centrale. C'est ce que j'ai dit en fait. C'est quelque chose dont on parle, mais c'est pas quelque chose qui nous fait agir. Et je sais que c'est frustrant pour les personnes qui sont plus militantes, mais c'est comme ça. Donc après, ça peut être intéressant aussi de regarder quelles sont les valeurs qui sont plus actives et qui vont venir finalement permettre plus à la personne d'agir. Alors, autre question. Quel est votre avis sur l'importance de l'engagement intellectuel, fonction de la mission d'entreprise, selon R. Barrett? Alors, je suis désolée, je ne connais pas M. R. Barrett. Par rapport à l'engagement émotionnel, fonction des valeurs d'entreprise. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que l'engagement est plus pérenne lorsqu'il est plus personnel et plus émotionnel. Un engagement intellectuel peut trouver des limites dans le temps et va trouver sa limite dans les difficultés. Alors que l'engagement plus émotionnel, plus enraciné dans les valeurs personnelles de la personne, de l'individu, vont permettre de dépasser les difficultés. Voilà. J'espère que je réponds à votre question. Et peut-être qu'aussi qu'on peut préciser que l'engagement, des fois, il se construit aussi par l'action et pas par la réflexion. C'est-à-dire que quand on fait faire quelque chose à quelqu'un, plus il a accepté de faire une fois, deux fois, trois fois, plus ce qu'il fait lui a pris du temps, l'a imprégné, plus il y a des chances qu'effectivement, ça l'ait fait aussi basculer et participer. Oui, tout à fait. Ça, c'est ce qu'on appelle l'engagement par son propre, comment dire, on se met soi-même dans l'engagement par le fait d'agir et on met en concordance ce qui a de la valeur avec les actions qu'on a faites. Ça, c'est la théorie de l'engagement. C'est ça que vous vouliez partager? Oui, c'est que souvent on se dit qu'il faut effectivement que les gens soient convaincus pour qu'ils agissent, alors que des fois on les fait agir et c'est ça qui les fait devenir convaincus. Vous faites témoigner quelqu'un sur une action qu'il a en partie faite, mais il sera plus intéressé pour défendre quelque chose, enfin pour agir dans le sens de quelque chose qu'il aura eu à défendre dans un discours, dans une présentation, que ce soit une réunion interne, externe, ou etc. Alors que souvent on fait agir que celui qui est déjà on fait témoigner que celui qui est très très impliqué. Alors que des fois, faire témoigner, ça peut impliquer. Oui, tout à fait. Alors, pensez-vous que la collapsologie est un puissant vecteur de changement? Eh bien, ça dépend. Ça dépend, ça peut être très productif ou très contre-productif. J'ai des exemples dans les deux sens. J'ai des personnes, ça fait profondément basculer dans la compréhension et dans l'action. Et j'en ai que ça a complètement freiné, mis dans l'impuissance, dans le stress. J'ai le témoignage d'une maire et d'une présidente d'une collectivité publique en Rhône-Alpes qui, elle, est très engagée dans Synergie et qui essaie d'engager la communauté de communes. Un bel engagement personnel, intelligent, une belle puissance de travail, et qui m'a dit qu'elle avait assisté à une conférence qui lui avait mis la tête sous l'eau, et elle m'a dit, mais moi je suis déjà dans l'action, j'ai pas besoin de trucs comme ça, il me faut plutôt des choses qui me mettent dans le positif et qui m'aident à continuer à agir, parce qu'en tant que mère c'est difficile. Donc voilà, une réponse à double sens. Chacun y trouvera voilà, ce qu'il peut y trouver, mais la collapsologie fait son travail de prise de conscience. Maintenant, c'est sûr que ça peut aussi plomber, c'est clair. On a souvent la question de est-ce qu'il vaut mieux formuler les messages de manière plus positive ou plus négative pour actionner. Ce que j'ai retenu des échanges qu'on a avec les chercheurs dans la région, c'est qu'en fait, la question n'est pas est-ce qu'il vaut mieux l'un ou l'autre, c'est quelle stratégie on met en place avec l'un ou l'autre. Et que c'est la stratégie qu'on met en place avec l'entrée positive ou négative qui fait et qui produit l'impact. Oui, tout à fait. Il y a quelque chose ça me fait venir une réflexion aussi, parce qu'il y a quelques années, j'avais interviewé deux sociologues qui travaillent à l'université de Lille et qui travaillent sur la notion de temporalité du temps de l'action. Ils disaient, mais c'est intéressant parce que les villes en transition, elles se sont vraiment construites sur l'idée de prendre acte dans le moment de la réalité qu'on nous présente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on nous dit que dans X années, il n'y aura plus de pétrole, ou que dans X années, il faut absolument arrêter d'utiliser du pétrole parce que le réchauffement climatique va atteindre un point critique, on prend acte de la réalité dans le moment et on agit immédiatement.
Et ça, c'est une façon qu'on a beaucoup de mal. Enfin, je veux dire, la collapsologie nous met là. Elle nous met dans cette réalité. Et si on ne s'en saisit pas, en fait, la réalité, c'est que la collapsologie, ça nous fait très peur parce qu'on ne se saisit pas à chaque instant de cette réalité telle qu'elle est. On est constamment en train de la fuir, on est en train de négocier avec elle constamment. Et en fait, c'est cette négociation qui crée ce stress phénoménal. Mais quand on se pose vraiment dans la réalité, on se dit, bah voilà, moi, je peux faire ci et ça, et je le fais. Déjà, ça devient beaucoup moins stressant parce qu'on redevient maître de la situation. Donc, je dirais que la collapsologie, elle a aussi ce rôle de nous montrer à quel point on est encore en train de négocier finalement avec la réalité. Alors, est-ce que j'ai encore des questions Votre réflexion met en avant l'individu, ses résistances et ses motivations, et là où il se trouve dans le processus de changement. Du coup, pensez-vous que les actions à mettre en place par les collectivités devraient être plus individuelles et plus axées sur les motivations telles que le marketing individualisé? Monsieur Poitras, est-ce que vous avez envie de répondre à cette question? Est-ce que vous sentez... Enfin, non, je vous laisse répondre. D'accord. Alors, oui, c'est une vraie question. On a vu tout à l'heure dans l'exemple sur l'entreprise qu'on était en capacité d'engager la totalité d'une entreprise avec une action très ciblée sur le parking. Donc là, c'est intéressant parce que, en fait, c'est l'objet de transformation qui va faire la différence sur le collectif. Donc là, vous voyez, on n'est pas en train d'agir sur chaque individu, mais on agit sur quelque chose qui concerne tous les individus de l'entreprise. Donc vous voyez, on peut très bien agir sans s'intéresser à chaque individu. Dans Sytergie, c'est un peu difficile. Pardon, excusez-moi, c'est un lapsus non révélateur. Dans Sytergie, c'est différent parce que effectivement, on s'est rendu compte qu'il fallait une vision globale, comme c'est une démarche très transversale de la collectivité. Et donc, on a besoin du maire ou du président de collectivité et du DGS. Et là, effectivement, ce qu'on a vu avec M. Poitras, c'est qu'il était indispensable de les prendre un peu par la main à certains moments du dispositif pour les aider à se construire une motivation, une vision personnelle du projet. Donc là, on est plus sur de l'individuel en tant que leadership, c'est-à-dire en tant que meneur de jeu et porteur d'une vision. Ensuite, emmener l'action. Parce que très souvent sur Sytergie, quand ce sont par exemple l'élu référent, ou bien le chef de projet, ou bien le conseiller, ou des personnes un peu isolées dans la structure qui vont porter le projet, elles vont s'user parce qu'il manque cette implication visionnaire. Monsieur Poitras, voilà, si vous avez envie de valider, compléter, invalider mon propos, n'hésitez pas. En tout cas, c'est une vraie question pour nous sur l'utilisation de la différenciation entre l'approche individuelle et effectivement la généralisation ou la massification des actions. Il me semble qu'une partie de la réponse, c'est que même si on ne peut pas faire de l'individu, on peut faire des typologies d'actions et de modalités d'intervention pour aller mobiliser effectivement les gens et qu'on n'a pas besoin de faire que de l'individuel. On peut faire du groupe aussi. Encore faut-il que le groupe ait que l'action vers le groupe ait été identifiée, pensée, structurée, organisée avec des leviers, des mécanismes volontaires et pas simplement venez agir, c'est super d'agir, agissons pour la planète, etc. Il faut, quel que soit le public et ses motivations, des parcours un petit peu différents et donc des actions différentes qui les emmènent aux différents stades. Ces différents publics et quand même, je retiens beaucoup ce que vous avez dit sur les différents stades d'avancée. On se concentre très souvent dans l'action publique sur finalement motiver ceux qui ne le sont pas, en présupposant que si les gens n'agissent pas, c'est parce qu'ils ne sont pas motivés. Et quand on fait tout un tas d'actions, on se rend compte que des gens qui sont motivés à agir, il y en a plein. Mais qu'il manque un certain nombre de choses pour qu'ils passent à l'acte. Et donc, des fois, se repositionner sur vraiment l'étape, c'est aussi important, au-delà de se poser la question de la motivation de chacun. Hein. Où est-ce qu'il est? Est-ce que c'est vraiment la motivation qui lui manque pour agir? Ça me semble aussi assez important. Ouais.
Alors, je vais encore prendre une ou deux questions et puis on conclura. Alors, les résultats pour lutter contre le changement climatique reposent pour 25% sur les individus, 75% reposent sur les entreprises et l'État. Comment dissocier ou bien au contraire marier ces personnes morales avec les personnes physiques? Alors là, c'est très intéressant cette question parce que ça soulève une problématique qui a vu le jour il y a une vingtaine d'années, qui s'est bien précisée ces derniers temps, c'est d'hyper-responsabiliser les individus, alors qu'effectivement, j'ai vu la dernière étude de Carbone 4 sur le sujet qui me disait qu'effectivement, entre 20 et 25% du problème repose sur les individus, 75% repose sur les entreprises et l'État. Et d'ailleurs, la question climatique repose, je crois, sur une centaine d'entreprises dans le monde. Donc finalement, les responsabilités sont partagées d'une façon assez claire en fonction des impacts. Et les individus ont pourtant été l'objet de la cible principale. Alors ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut juste clarifier ça. C'est que c'est une façon d'éviter le problème. C'est effectivement de faire reposer le problème sur des personnes qui ne sont pas en mesure de traiter le problème. Donc ça, c'est un souci parce que ça met beaucoup les gens dans l'impuissance. Quand on vous rend responsable d'un problème pour lequel vous n'avez pas les capacités à le régler. Voilà. Donc là, il semble que c'est en train de changer. C'est-à-dire, visiblement, là, c'est une appréciation personnelle, mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de changement qui fait que les entreprises et l'État commencent à reprendre en main leurs responsabilités. Responsabilité, hein, la racine, c'est responsabilité, c'est la capacité de répondre sur la chose, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est responsable que de ce sur quoi on a une capacité d'action. Donc, les individus, en tout cas, je pense que si les entreprises et l'État reprennent plus sa responsabilité, les individus, du coup, seront moins en charge d'un problème qu'ils ne peuvent régler et du coup, seront plus en capacité d'agir à leur niveau. C'est peut-être une pure spéculation, mais en tout cas, c'est comme ça que ça marche. Moi, je partage pas tout à fait. C'est-à-dire que je pense que c'est des leviers d'action qui sont différents. C'est-à-dire que si on veut contrôler et forcer par la réglementation, le contrôle, les manières un peu coercitives, sans acteurs dans le monde, on peut le faire. La puissance publique peut le faire. Contrôler ce que fait 7 milliards de personnes, individuellement, c'est pas possible. C'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser les mêmes leviers, je dirais, de soutien ou de changement quand on est sur quelque chose qui est très concentré ou quelque chose qui n'est pas concentré. Et donc, c'est pas parce qu'on n'intervient pas avec les mêmes moyens sur les 100 entreprises les plus polluantes au monde qu'on n'intervient pas sur elles. C'est pas les mêmes modalités. Et puis vous l'aviez dit tout à l'heure de manière globale, hein, le projet commun de société, il est commun, il se traduit par un certain nombre d'actions des consommateurs, des électeurs, des citoyens, qui se traduisent après dans le cheminement, le montage économique, etc. Donc je suis toujours un peu partagé quand effectivement on essaye de renvoyer aussi la balle vers toujours le plus gros ou l'État, etc. Finalement, l'État peut pas intervenir dans la vie quotidienne, les choix de chacun sur effectivement ses énergies, etc. Il peut beaucoup, mais j'opposerai pas les deux. C'est des moyens qui se conjuguent et qui doivent se rencontrer. Si les objectifs de l'État et des citoyens sont partagés, si les objectifs ensuite des consommateurs et des fournisseurs sont partagés, et ça peut pas être l'un sans l'autre. Oui, je vais absolument dans votre sens, Monsieur Poitras. Je crois que on n'est pas contradictoire, au contraire. Moi, j'intervenais plus du point de vue de la dynamique humaine, de la psychologie sociale, qui montre en fait que quand vous hyper responsabilisez quelqu'un, parce qu'on dit que les individus, en fait, leur part c'est 25%, et le reste c'est les entreprises. Et voilà, personne, je crois, ne remet en cause ces chiffres, mais ces derniers temps, il y a une hyper-responsabilité de l'individu. Et quand un individu est hyper-responsabilisé, il fait l'inverse, c'est-à-dire qu'il ne se saisit même plus de sa part. C'est pour ça que je disais que le rééquilibrage des responsabilités peut permettre à l'individu, du coup, de mieux faire sa part. C'était juste ça. Je parlais des petits jeux psychologiques qui se font quand
quand on est en charge de trop gros pour soi et du coup, on n'arrive plus à savoir qu'est-ce qu'on est capable de faire. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi les éco-gestes sont encore aujourd'hui perçus comme insuffisants par les individus, alors que c'est pourtant là qu'ils peuvent agir. Voilà, c'était juste, voilà, mais il me semble que c'est plutôt complémentaire avec ce que vous avez dit. Monsieur Poitras, quelque chose encore à dire avant qu'on conclue? Je reviens du coup sur presque l'une des premières choses que vous avez dites, hein, sur l'histoire un peu de l'amener du changement climatique, en disant qu'au départ c'était un sujet scientifique et technique. Ça reste, selon comment pour dire la même chose, quand même avant tout un projet de vie à l'échelle de la planète, comment on va vivre ensemble, ou comment on peut encore vivre ensemble. Et donc on est fondamentalement humain. Il n'a pas été traduit effectivement comme ça dès le début. C'est pas les termes qu'on retient le plus, on retient les termes techniques, mais c'est bien des termes techniques qui sous-entendent qu'on essaye de trouver une réponse adaptée à quelque chose qui est fondamentalement plus noble, plus ambitieux, qui est une qualité de vie pour tous, durable, etc. Et donc effectivement, dans la manière de présenter les sujets, on retrouve beaucoup plus ce qui va permettre aux gens de motiver, mais en évitant de confondre des fois des moyens et des objectifs. Les moyens techniques de lutte contre le réchauffement climatique, etc., c'est bien pour garder ou pour améliorer les conditions de vie de l'ensemble des citoyens, le partage, etc., etc. Donc c'est voilà. Magnifique. Merci pour cette belle conclusion. En tout cas, merci à tous d'avoir participé. On va conclure maintenant pour pas dépasser de trop l'heure prévue. Vous savez que c'est en replay et je vous souhaite une belle fin de journée. Merci beaucoup en tout cas pour toute l'organisation qui a été extrêmement pointue, performante ces dernières semaines. Merci à toute l'équipe et puis merci Monsieur Poitras de bien avoir voulu témoigner. Bonne journée à tous. Merci, au revoir. Au revoir.